39, mieux que la dernière fois. Alors, on va commencer. Donc, bonsoir à tous. Merci d'assister et d'être courageux pour cette séance de 19h30. Désolée du retard, un impératif familial. Voilà. Donc, nous allons aborder aujourd'hui le cours sur les tumeurs nerveuses et tumeurs mélanocytaires. Donc, les objectifs du cours, c'est surtout citer, hein, c'est vraiment citer les différentes tumeurs nerveuses centrales et périphériques, les connaître, et les différentes tumeurs mélanocytaires. On va commencer d'abord par les néoplasies du système nerveux central, ensuite périphérique, et les différentes tumeurs mélanocytaires. Et bien sûr, ce qu'on aborde ici, c'est les tumeurs les plus fréquentes et surtout pas les tumeurs rares. Hein. Donc, pour les néoplasies du système nerveux central, il faut savoir que la neuropathologie est une pathologie très rare. Hein, les tumeurs du cerveau, quand même, c'est très rare. Et la neuropathologie est une branche de l'anatomie pathologique qui est très difficile. Les tumeurs du système nerveux central représentent 2% de toutes les tumeurs chez l'adulte, et cependant, elle est plus fréquente chez l'enfant. Donc, la pathologie tumorale du système nerveux central fait partie de la pathologie pédiatrique. C'est le deuxième cancer chez l'enfant après les leucémies. Donc, les enfants font d'abord des leucémies, ensuite des tumeurs du cerveau. Voilà. Pourquoi elle est difficile, hein, la neuropathologie? Parce que franchement, elle a une complexité histologique. Pour que vous sachiez, c'est Dr Guérin qui est notre neuropathologiste au service d'Anapath du CHU de Blida, si un jour vous voulez savoir. Voilà. Donc, c'est un problème de prise en charge thérapeutique, vraiment, et puis c'est dramatique en Algérie. Donc voilà, mais quand même, il y a eu cette classification OMS en 2016 qui a intégré, comme pour les lymphomes la dernière fois, hormis l'histologie, les données de l'immunohistochimie et les données moléculaires. Et cette donnée moléculaire, l'expression de marqueurs moléculaires, a permis d'avancer dans les prises en charge donc, thérapeutiques. Donc, il y a des patients qui expriment, par exemple, le GFR, comme dans le poumon et dans le cerveau, c'est pareil, et ils auront une thérapie ciblée. Et il faut savoir que, ou également, les tumeurs du système nerveux central de l'adulte sont complètement différentes de ceux de l'enfant. C'est complètement des entités à part, hein, ne se ressemblent pas du tout. Et même les tâches, enfin la localisation chez l'adulte est complètement différente chez l'enfant. Il y a aussi une corrélation entre le type de la tumeur, sa localisation et l'âge de survenue. Donc, nous, quand on en a pas, d'abord, il faut qu'on sache l'IRM, la localisation de la tumeur, où elle est, et l'âge. C'est très important pour notre conduite diagnostique. Donc, pour aborder cette pathologie, pour que vous puissiez connaître les différentes tumeurs, et l'objectif principal de ce cours, c'est surtout de les citer. Hein. Donc, c'est surtout un rappel histologique. Il faut savoir que donc, le système nerveux central, les neurones, des éléments de la glie, hein, donc c'est les astrocytes, les oligodendrocytes et les épandinocytes, les méninges qui tapissent, les plexus choroïdes, et les éléments de la microglie, c'est les macrophages. Donc les macrophages, on les retrouve partout dans l'organisme, donc dans la peau, qui est la première barrière pour la défense immunitaire, donc également dans le système nerveux central. Donc voilà, ici, on a ces méninges qui sont là, donc le cortex cérébral, donc vous savez qu'il y a la substance blanche et la substance grise, et là, c'est la substance blanche donc, et la substance grise qui comporte essentiellement les astrocytes. Alors, les astrocytes, voilà. Donc, c'est des éléments qui ont des prolongements comme ça, fibrillaires, astrocytaires. Et on voit, ça, c'est un neurone. Ça, c'est un oligodendrocyte. Voilà, comme vous voyez ici. On le voit comme si c'était un œuf au plat, voilà, un œuf sur le plat, voilà, comme une omelette, enfin un œuf sur le plat. Là, c'est un neurone, donc les éléments.
les astrocytes qui ont un prolongement fibrillaire. Vous voyez cette matrice rose claire comme ça? En fait, tout ça, c'est des fibres les prolongements fibrillaires des astrocytes et des oligodendrocytes. Et bien sûr, le cerveau et les traits sont conjonctifs, c'est quoi? C'est les capillaires. Voilà, tout ça, ça rentre dans les éléments du tissu cérébral. Et de ces éléments du tissu cérébral naîtra les tumeurs que vous allez, qu'on va voir. Quels sont les moyens diagnostiques? Voilà, d'abord cliniques. Et surtout, donc, vous avez toujours un patient qui vient chez vous pour un syndrome d'hypertension crânienne, HIC. Quand vous ferez, je crois, vous ferez la neuro, je ne sais pas, et vous verrez que donc hypertension crânienne, donc ces céphalées, ces douleurs intracrâniennes et des convulsions. Un patient qui convulse du jour au lendemain, qui n'est pas connu pour être épileptique, ça c'est anormal, et qui a un déficit sensitivo-moteur. Et puis, l'IRM, c'est l'examen de choix dans le diagnostic des tumeurs cérébrales. Ce n'est pas le scanner, c'est l'IRM. Et puis, bien sûr, la NAPAT, l'histologie, elle permet le diagnostic de certitude sur biopsie. Donc, on fait des biopsies stéréotaxiques. On va trouver le cerveau, on va prendre des biopsies, on l'envoie à la NAPAT. Donc, vous voyez l'impact après, d'où découlera soit une chirurgie, soit une radiothérapie le plus souvent dans les tumeurs nerveuses centrales. Et voilà, c'est surtout la radiothérapie qui a une très très grande importance, une chimiothérapie ou bien voilà. C'est ça les moyens diagnostiques. Donc, nous, on se base pour classer ces tumeurs, on se base par cette classification. Donc, vous voyez, je vous ai montré la dernière fois la classification OMS des lymphomes, des tumeurs hématopoïétiques en général. Et là, on a cette classification du système nerveux central qui date de 2016, dont je vous ai dit, qui est histogénétique. Histocytogénétique, elle est basée sur les données histologiques, donc anatomopathologiques, morphologiques, immunohistochimiques et moléculaires. Et bon, voilà, parce que comme toutes les tumeurs, c'est un groupe hétérogène sur le plan clinique. Chaque tumeur va donner une symptomatologie et elles ont une expression moléculaire et une évolution complètement différente. Pratiquement, il n'y a pas de bénin à part les méningiomes qui sont un peu de meilleurs pronostics. Et pratiquement toutes les tumeurs cérébrales sont quasiment de mauvais pronostics. Donc, les plus fréquentes chez l'adulte, donc vous voyez que c'est différent. Les plus fréquentes chez l'adulte, c'est les astrocytomes et les méningiomes, surtout la femme. Et l'enfant, elles sont dominées par les astrocytomes pilocytiques et les méduloblastomes. Donc, les méduloblastomes, c'est une tumeur embryonnaire. Vous verrez au prochain cours avec le docteur Garni. Donc, voilà, aujourd'hui, je ne vais pas la détailler. Donc, voilà, les éléments. Donc, vous voyez que tous les éléments du tissu cérébral vont donner naissance à des tumeurs. Donc, les neurones vont donner les tumeurs neuronales. On ne verra pas ici parce que ce n'est pas le but dans votre... C'est trop spécialisé. Donc, les tumeurs gliales qu'on verra. Donc, on a vu, donc il y a les astrocytes, les oligos et les épondymocytes. Donc, tout ça, ça va donner des tumeurs épondymères, oligodendrogliales, astrocytaires. Les méningées, elles vont donner des méningiomes, les tumeurs embryonnaires, qu'on ne verra pas aujourd'hui, elles vont donner les méduloblastomes chez l'enfant. Voilà, je me répète, pardon. Donc, on va voir les tumeurs d'abord gliales, astrocytaires, oligodendrogliales. Donc, comment on classe en anapathe? On se base de cette classification OMS qui répond comment dirais-je, qui répond à des critères histologiques, purement histologiques et immunohistochimiques. C'est comme ça qu'on va grader
la tumeur. Donc, pour les tumeurs astrocytaires, elles sont gradées en 4 grades, 1, 2, 3, 4. Et voilà, je vous ai dit que l'astrocytome pilocytique, c'est la tumeur la plus fréquente chez l'enfant. Et elle est de grade 1. C'est la seule tumeur chez l'enfant qui est de pronostic excellent. Voilà, le grade 2, dès que nous, on signe grade 2, ça veut dire que cette tumeur va être... il se peut qu'elle récidive, les grades 2 récidivent souvent. Ils peuvent progresser au grade, qui est le grade 3. Voilà. Et la survie est 2 à 3 ans. Et le 4 grade 4, c'est le grade le plus méchant. Le pronostic est fatal. Dans l'année, le décès est dans minimum, une année. Donc voilà. Donc, vous avez vu que les tumeurs astrocytaires, chez l'enfant, c'est surtout dans le cervelet. Donc voilà, quelques aspects macroscopiques ici, c'est autopsie, ça c'est des autopsies. Donc là, c'est le haut grade, le glioblastome. Ici, c'est le grade 2. Et ça, l'astrocytome pilocytique chez l'enfant, ici, c'est le cervelet. Voilà. Donc, on verra. Donc, vous voyez que déjà, ici, le bas grade, là, par rapport au haut grade, le glioblastome, vous voyez, par rapport, je reviens à l'histologie normale, j'insiste là-dessus, c'est pour que vous puissiez, regardez, la densité cellulaire, elle est basse, on voit pratiquement tous les éléments, voilà, regardez ici, à un faible grossissement, on voit tout le cortex, tout va bien, tout se passe bien, voilà, mais là, dès qu'on est au niveau de la tumeur, on voit que voyez, ces noyaux-là qui sont rapprochés, on voit qu'il se passe quelque chose. La densité déjà cellulaire, elle est élevée. Ici, vous voyez qu'il y a une prolifération endothéliaux-capillaire, beaucoup de vaisseaux qui prolifèrent. Il y a ici de la nécrose, il y a une densité cellulaire très élevée, il y a des mitoses. Donc, ce qui fait que on bascule du grade 1 à grade 4. Donc, je vous ai mis sur le polycopier le grade commencer, voilà, c'est pas très important. Moi, ce qui est important, c'est que vous sachiez le grading et que voilà, les glioblastomes sont les tumeurs de haut grade qui sont de très très mauvais pronostics. Et voilà, donc la différence entre un bas grade et un haut grade. Maintenant, les oligodendrogliomes, eux, alors qu'on a vu que les astrocytomes, donc les oligos, donc naissent des oligodendrogliomes aussi, contrairement aux tumeurs astrocytaires, elles sont gradées en deux. Il y en a 2 grades dans l'OMS. Donc l'oligodendrogliome diffus, là c'est grade 2, qui siège frontal au défend de la substance blanche. Donc voilà, donc les oligodendrogliomes, pourquoi? Parce que les oligodendrogliomes siègent au niveau de la substance blanche. Donc la localisation même cérébrale est liée. Et puis, les atypies sont modérées, les mitoses inférieures à 5%. Et il n'y a pas de prolifération endothéliocalcifère ni de nécrose. On fait le Ki67, c'est le marqueur immunohistochimique qui nous aide à dire que celui-là, c'est un grade 2 ou un grade. Donc voilà. Tout à l'heure, je vous ai montré un oligodendroglocyte normal. J'ai dit que c'était comme un œuf sur le plat. Et puis voilà. Mais ils étaient dispersés, rappelez-vous. Mais là, vous voyez que c'est voilà, ces oligodendroglocytes qui sont en train de proliférer. Voilà, ils sont l'un à côté de l'autre et ils prolifèrent. On cherche les mitoses. Il y a même ici des calcifications. Je ne sais pas si vous voyez. Et puis, on voit beaucoup de quelques vaisseaux, mais ils ne sont pas au stade prolifératif. Donc voilà, c'est ça, un oligodendrogliome diffus. L'anaplasique, donc l'hypercellularité par rapport au grade 2, elle va augmenter. Il y a plus de mitose, le KI est élevé, il y a beaucoup de vaisseaux également. Donc voilà. Voilà les vaisseaux ici. Vous avez vu tout à l'heure, les vaisseaux, ils étaient fins, branchés, voilà, très très fins. Voilà, on les voit bien. Par contre ici, vous voyez que
ces vaisseaux, ils sont en train de proliférer et on voit même les cellules endothéliales. C'est pour ça qu'on dit prolifération endothéliaux-capillaire. Là, il y a une mitose anormale. Et puis là, j'ai un KI, c'est qui marque l'index de prolifération, là. Donc, beaucoup de noyaux qui sont rentrés dans le cycle cellulaire, qui sont en train de proliférer. Voilà, il y a aussi ici de la nécrose, donc ce qui nous fait dire que c'est oligodendrogliome de grade 3, anaplasie. Alors, est-ce que le KI est le marqueur des oligodendrogliales permet... Ah non, 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 ce n'est pas le marqueur de l'origine oligodendrogliale. En fait, on a un autre marqueur qui est le l'OLIG2, qui marque l'origine oligodendrogliale. Un autre marqueur, c'est la GFAP qui marque l'origine astrocytaire. Mais le KI67, en fait, c'est un marqueur de prolifération. Ça nous aide à mieux grader. Vous voyez, donc à les grader, à être sûr. On compte, nous, les mitoses, c'est vrai, mais le KI, s'il est supérieur déjà il est élevé, déjà on peut dire entre grade 2, si on hésite en grade 2 et 3, on va dire c'est d'emblée grade 3. Et le KI 67, on ne le fait pas juste on le fait dans toutes les tumeurs pratiquement cérébrales. On le fait dans les lymphomes, on le fait dans les tumeurs non endocrines, on le fait beaucoup. Donc, c'est un marqueur de prolifération. Et là, il est recommandé, c'est-à-dire dans les tumeurs cérébrales, de le réaliser pour le grading, parce que ça nous aide dans le grading. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question, s'il vous plaît? C'était une bonne question. Est-ce que j'ai répondu à la question? On va voir. D'accord, parfait, merci pour votre question. Donc, on continue. Maintenant, les tumeurs épendymères, c'est la troisième tumeur la plus fréquente chez l'enfant. Excusez-moi. Donc, elle se voit chez la troisième tumeur chez l'enfant. Il y a 3 grades, 1, 2 et 3. Donc voilà, supplément, épendiment cellulaire et anaplasique. Il s'agit au niveau de la fosse cérébrale. Ils sont de pronostic intermédiaire, voire sombre, selon les grades. Voilà, une tumeur épendymère, moi, je trouve que les tumeurs épendymères, c'est les plus difficiles du diagnostic. En fait, ça vous paraît très facile comme ça, mais moi je trouve que la neuropathologie, c'est une branche très difficile. Voilà. Les tumeurs des plexus choroïdes, vous savez que les plexus choroïdes, c'est quoi leur rôle? Donc, c'est eux qui tapissent les parois ventriculaires. On a donc deux formes deux types histologiques qu'il faut connaître. Papillome du plexus choroïde, qui est le plus fréquent, 80%, et le carcinome papillaire du plexus choroïde. Malheureusement, le carcinome, donc quand on dit carcinome, c'est vraiment une tumeur maligne. Elle se voit chez l'enfant. Voilà ce qui est dramatique. Alors que le papillome, voilà, il se voit chez l'adulte. Donc le papillome, c'est un grade 1. Donc voilà, il est de bon pronostic. Donc on a des papilles, voilà, vous voyez, des papilles. Une papille, voilà, avec l'épithélium, là, cubique bas, sans atypie. Voilà, c'est ça. Le carcinome, voilà, c'est un pronostic sans malgré traitement et pratiquement pas de thérapeutique. Il est fréquent chez l'enfant. Voilà, il y a un pléomorphisme. Voilà. C'est tout ce qu'il faut savoir. Que plexus choroïde, les papillomes grade 1 chez l'adulte et carcinome papillaire chez l'enfant. Alors, maintenant, on va passer aux méningiomes. Les méningiomes sont très fréquents, très fréquents, surtout chez la femme. Voilà. Quelle est leur origine? Les cellules arachnoïdiennes des méninges, donc c'est surtout au niveau de la convexité frontale. On a, sur le plan histologique, c'est une tumeur, ce qu'on appelle méningothéliale, à différenciation tourbillonnante en WORS. Enfin, il y a une faute ici, c'est WHORLS. Donc, il y a 3 grades, toujours.
dans le... Et ici, on va aussi utiliser le KI67 pour nous aider dans le grading. Donc, le grade 1, qui est le bon pronostic, et le grade 2, qui est le méningiome atypique, avec récidive accrue. Donc, nous, on sait quand on répond 2, le neurochirurgien ici et le thérapeute derrière savent qu'il va récidiver. Et il y a l'anaplasique ou la maligne qui est le très mauvais pronostic. Les méningiomes sont leur diagnostic, leur traitement est chirurgical. Donc on enlève, voilà, on enlève. Alors, heureusement que le grade 1, c'est le plus fréquent. Voilà. Voilà. Et on a voilà, cette prolifération comme ça, méningothélia, là, qui tourbillonne. Et on a plusieurs variantes histologiques. Je vous les montre pour le fun. Hein. C'est pas pour vous, mais je pense que ceux qui s'intéressent à l'anapath, je vous montre, hein, voilà, ici, un microkystique. Hein. Ça ressemble à des petits kystes, voilà, ici, optiquement vu. Un sécrétoire, parce qu'il sécrète. Quoi encore? Et un sécrétoire, voilà, c'est ce que j'avais donné. Donc, le typique, enfin, le plus fréquent, c'est le méningotéliomateux. Vous avez kystique, sécrétoire, il y a plusieurs variantes histologiques, en fait, des sous-types histologiques. C'est juste, je vous le dis comme ça, je les ai cités sur le polycopier, c'est juste pour que vous sachiez qu'il y a plusieurs. Alors, bon, on a vu les tumeurs du système nerveux central, finalement, elles sont extrêmement rares, parce que les plus fréquentes tumeurs du système nerveux central, c'est les métastases. C'est de loin les plus fréquentes. Et surtout, le poumon, le sein et le mélanome qu'on va voir maintenant sont très fréquentes. Et puis, bon, le méduloblastome, hein, donc je vous dis que les tumeurs embryonnaires qu'on verrait avec le docteur la prochaine fois. Voilà, donc c'était là les tumeurs du système nerveux central. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Voilà. Donc, on va passer aux tumeurs du système nerveux périphérique. Donc, le système nerveux périphérique est constitué de fibres nerveuses et tumeurs neuronales. Donc, chacune des fibres nerveuses vont donner le schwannome et neurofibrome. Les tumeurs neuronales vont donner, hein, on va voir surtout la plus fréquente, c'est le neuroblastome, parce que les deux autres vont, c'est pas à votre stade, hein, c'est de la super spécialité. Donc, on va donc, c'est les plus fréquentes qu'on va voir. Alors, les schwannomes, ils naissent, enfin, tumeurs bénignes du schwann, de la gaine des nerfs. Voilà, ils naissent de la gaine. Les neurofibromes, ils dissocient la structure nerveuse. En fait, il faut juste savoir, et que vous devez savoir, c'est que les neurofibromes, ils peuvent être sporadiques ou isolés et ils compliquent la maladie de Recklinghausen. Donc, c'est une neurofibromatose de type 1. Voilà. Donc, les neurofibromes, rappelez-vous, ils peuvent être associés à la maladie de Recklinghausen. Voilà. Les tumeurs malignes du système nerveux central, on les appelle les tumeurs malignes, les gaines nerveuses périphériques. Ce sont les schwannomes malins. Voilà ce que vous devez savoir. Là, c'est un type histologique de schwannome. Et là, on voit ces cellules nerveuses, hein, qui prolifèrent. Hein. On les voit, nous, hein, en anapath, on voit qu'elles sont ondulées. Enfin, le nerf, il est ondulé. Donc, voilà, en histologie, on reconnaît comme ça. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir. Les neuroblastomes périphériques, ça, il faut le connaître, c'est une tumeur solide et plus fréquente de l'enfant. Donc, ils se viennent à 2 et 3 ans, ils sécrètent les catécholamines. Ils sont dérivés des crêtes des cellules neuronales. Hein. Ils sont situés au niveau des ganglions sympathiques, soit dans la médulo-cérébrale. Voilà, et c'est connu. Et puis, c'est quoi en histologie, comme on les reconnaît? D'abord le siège, la clinique, donc
Si on a un enfant de 3 ans, voilà, on pense tout de suite à neuroblastome. C'est une prolifération de petites cellules rondes. Souvent, le pronostic, malheureusement, est très agressif avec extraction, métastatique, décès. Mais si on les diagnostique avant 18 mois, le pronostic est favorable. Et puis maintenant, on le fait, on recherche l'oncogène endémique, hein, et que si le oncogène endémique est exprimé, on le fait en hybridation in situ. On va dire que ce patient a un très mauvais pronostic. S'il n'est pas amplifié, il est de bon pronostic. Voilà. Donc voilà, nous, on a une prolifération à cellules rondes. Toutes les cellules se ressemblent. Après, on va faire des marqueurs histochimiques et on va confirmer le diagnostic. Et là, on a ce qu'on appelle ici, ça forme comme des rosettes, hein, des roses, voilà, c'est des rosettes, ce qu'on appelle. Alors, voilà. J'ai terminé avec les tumeurs du système nerveux périphérique. Donc voilà, c'était les schwannomes, les neurofibromes. Et bien sûr, il y a les tumeurs malignes, hein, c'est les tumeurs des gaines nerveuses périphériques malignes. Et nous avons aussi les neuroblastes. Il y a une question, je crois. Donc, les méningiomes ne peuvent pas... Non, ils ne proviennent pas de la dure mère. Ils peuvent l'infiltrer quand même. Hein, voilà. Très bien. Alors, les tumeurs mélaniques, on fait le même cours parce que dans l'embryologie, comme vous le savez, c'est un prérequis. Donc, tous dérivent de la crête neuronale, même les tumeurs mélaniques. Voilà. Alors, les tumeurs mélaniques, quand même, c'est assez fréquent. On voit ici en Algérie de plus en plus de mélanomes, hein, même si on est de phototypes pas clairs, c'est-à-dire on est de phototypes intermédiaires à 3 à 4, que vous allez voir. Et vous le verrez aussi en 6e année quand vous ferez la dermatologie. Les tumeurs mélaniques, ce qui est dramatique, c'est qu'elle est très fréquente en Europe, en Occident. Et comme c'est une tumeur très mauvais pronostic, et ce qui est dramatique chez eux, c'est qu'elle atteint les sujets jeunes. Voilà. Donc, les mélanocytes normaux, ils siègent où? Au niveau de la peau et des certaines muqueuses, hein, comme la muqueuse anale, la muqueuse, toutes les muqueuses génitales, voilà. Ils dérivent des crêtes neurales. Ils sont localisés dans la basale épidermique, donc on compte un mélanocyte pour 5 à 10 kératinocytes, ça vous le savez. Et on a 2 types de tumeurs mélanocytaires. Les bénignes, c'est les névus, hein, ce qu'on appelle les grains de beauté, hein, voilà. Ils sont congénitaux avant l'âge de 20 ans ou acquis. Et puis, nous avons les congénitaux géants. Hein. Il y a des enfants qui naissent avec voilà, un névus congénital et c'est ceux-là qui peuvent se cancériser, malheureusement, c'est-à-dire se transformer en mélanome. Et le mélanome, c'est la tumeur mélanocytaire maligne. C'est une tumeur très méchante quand même. Alors, pour les bénignes, nous avons soit il naît de la jonction, c'est-à-dire dermo-épidermique, dans la couche basale. Il siège surtout au niveau de la pomme, plante des pieds. Et puis le névus dermique. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'atteint pas la couche basale. Donc voilà ici un névus, hein, voilà. Donc là, pardon, excusez-moi, voilà ici, voilà l'épiderme. Hein, vous voyez ici la couche cornée, les kératinocytes, la couche basale. Hein. Donc vous avez un mélanocyte, hein, qu'on voit, nous on les devine parce que c'est des cellules claires. Vous avez des kératinocytes, hop, après un mélanocyte, et un mélanocyte, 5 kératinocytes, 4, et un mélanocyte. Donc là, on voit ici au niveau de la basale épidermique, une prolifération de TEC, faite de TEC, hein, ce qu'on appelle des TEC comme ça, de cellules névocytaires. Hein, et ça, et là, on va dire, nous, c'est un névus jonctionnel, parce qu'il est dans la jonction dermo-épidermique.
Mais s'il est juste dermique ici, voilà, comme ici, et alors que la basale épidermique ici, elle est normale, on parlera des névus dermiques. Et on a bien sûr les névus composés dermo-épidermiques. Nous avons des névus particuliers, il faut juste connaître comme ça. Ces névus de Spitz, c'est surtout le sujet jeune, l'enfant. Les névus bleus qui se voient, névus bleus, donc surtout les plis fessiers avec une pigmentation très profonde, voilà. Le névus de Sutton, hein, c'est un névus inflammatoire qui va donner un halo clair. Et nous avons, il faut savoir que le névus aussi peut être atypique ou dysplasique, donc il y aura des critères nucléaires d'atypie, hein, de dysplasie. Et là, il y a un risque élevé de mélanome. Voilà. Très bien pour les tumeurs bénignes. Donc, le mélanome, la tumeur maligne, c'est surtout dans les zones photoexposées, tête et cou, membre inférieur, parfois les muqueuses, parce que il y a des mélanophages dans les muqueuses, hein, anales, buccales. Il y a sujet jeune, mauvais pronostic, surtout peau claire, phototype 1, les roux, là, hein, c'est le phototype 1, les 2, c'est les yeux bleus, etc. Et puis son incidence en augmentation, on a remarqué en Algérie qu'elle est très fréquente. Et nous avons dans notre service, c'est le professeur Wahyoun, notre chef de service, qui est là spécialisé dans les mélanomes. Donc voilà, donc c'est en augmentation. Donc les facteurs de risque, hormis les expositions aux UV, c'est-à-dire comme si vous savez, c'est que le taux de mélanome dans le monde, c'est en Australie. Hein, en Australie, les Australiens, c'est des Britanniques qui sont venus, qui sont arrivés au quel siècle. Ils ont colonisé l'Australie. Ils se sont retrouvés dans un climat qui est très ensoleillé, qui n'est pas le leur, et ils ont développé des mélanomes. Voilà. Donc, les Britanniques sont surtout de phototype 1 et 2. Hein, les Britanniques, c'est les Anglais. Hein. Bon. Donc, constitutionnel et antécédent familial, donc le syndrome des névus dysplasiques, le névus géant congénital. Comme je vous ai dit, c'est les deux types de névus où il y a une forte transformation en mélanome. Et nous, on a en Algérie la maladie du xéroderma pigmentosum. Donc, vous avez ce qu'on appelle les enfants de la lune. Bon, on les appelle comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des enfants qui on les expose pas au soleil, qui ont des tumeurs cutanées, ils ont un morphotype particulier. Est-ce que vous avez déjà vu des enfants je ne sais pas, voilà. Donc, donc en Algérie, eux, ils développent des pardon, excusez-moi, des mélanomes. Voilà, et le phototype clair, bien sûr, comme je vous ai dit. Voilà. Alors, pour la clinique, le dermatologue, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se baser sur sa clinique, sur l'ABCDR, ce qu'on appelle ABCDR. D'abord A, asymétrie, bord irrégulier, couleur inhomogène, le diamètre supérieur à 6 mm, évolutivité. Si la lésion a vite grandi. Donc, quelqu'un vient chez vous, il vous dit que j'ai ce grain de beauté qui, d'un coup, il a grandi. Voilà. Et puis, bien sûr, il fait un dermatoscope. Hein, c'est grâce à un dermatoscope. Il pose, il fait son ABCDR. Donc, voilà, il va dire A, oui, B, oui, oui. Ça répond aux critères de mélanome. Qu'est-ce qu'il va faire? Une biopsie XRF qu'on envoie à l'anapathe qui va faire le diagnostic définitif et de certitude. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, le A, c'est pour la symétrie. Donc on voit ici que c'est bien symétrique. Ici, c'est asymétrique. Regardez, ici, voilà, c'est pas la même. C'est-à-dire, si on fait ici, on la plie en deux, c'est symétrique. Ici, non.
Les bords, regardez, ils sont réguliers, ça ce qui est normal. Ça, c'est des bords irréguliers. Et là, c'est une couleur la même. Là, c'est inhomogène, il y a des teintes différentes. Ici, c'est moins simulètre, ça c'est plus grand. Voilà. Évolution, et puis qui change, voilà. Oui, une question. Ah oui, oui, pourquoi on ne fait pas une biopsie seule? Parce que ça risque de flamber. Dans les mélanomes, le problème, c'est que si on fait la biopsie, ça risque de récidiver rapidement. Et donc, c'est en dermatologie, voilà, dans les tumeurs mélanocytaires, il est très, très déconseillé de faire juste une biopsie. Il faut faire la biopsie exérèse parce que aussi, on va faire les facteurs pronostiques. Que je vais vous montrer. Voilà. Que vous verrez en 6e année. Bon, enfin, je ne sais pas si la dermato, elle va enseigner les facteurs pronostiques. Voilà. Donc, il y a plusieurs types de mélanomes, quand vous en doutez. Donc, nous, on se base sur la classification de l'OMS 2018. Et on a le mélanome à extension superficielle, SSE. C'est le plus fréquent, et surtout le plus fréquent en Europe et en Occident, voilà, qui est de bons pronostics. Le mélanome nodulaire et acrolentigène. Donc, nous, on a surtout le nodulaire en Algérie et l'acrolentigineux qui siègent au niveau des extrémités et plantes des pieds. Donc, quand on parle de peau acrale, ça veut dire les extrémités, et peau et plante des pieds, parce que c'est là où il y a la cornée qui est très épaisse. Voilà, ici, il y a extension superficielle, parce que c'est le long de la basale. Ici, on a une peau acrale. Là, regardez la couche cornée par rapport à ici, c'est complètement différent. Donc, la couche, elle est épaisse. Et on a aussi le mélanome ici nodulaire, voilà, comme un nodule. Et on a un Dubreuil, là, un mélanome de Dubreuil, qui se voit sur tous ces sujets âgés, photo-exposés, qui va coloniser les annexes, etc. Voilà, c'est pas à votre niveau, il faut juste savoir, connaître qu'il y a quelques types de mélanomes. Et voilà. Alors, et puis, bien sûr, le type histologique a un impact pronostique. Parce que, voilà, je vous ai dit, le mélanome à extension superficielle, quand même, hein, c'est celui qui est le plus bon pronostic par rapport au nodulaire, qui est très mauvais pronostic, et l'acrolentigineux. Voilà. Et puis, il y a particularité des mélanomes des muqueuses, hein, comme je vous ai dit, génital, oral. Il est d'évolution très très lente et généralement on le découvre à un stade avancé. Et bien sûr, quand on parle de génital, donc les patients ont honte d'aller consulter. Donc ils ont vraiment honte, donc voilà, ils se laissent donc, dans la pièce opératoire, quand on va la recevoir, on doit faire les facteurs histopronostiques. On va dire quel est le type histologique, qui a un impact pronostique, le stade TNF, comme je vous ai déjà dit, et puis on fait l'indice de Breslow, hein, c'est la hauteur totale mesurée en millimètres à l'histologie, et le niveau d'invasion dans le derme, enfin dans la peau. Voilà. Donc, ces stades vont avec ces facteurs histopronostiques vont dépendre le pronostic. Donc, il n'y a que l'anapathe qui peut le faire. C'est pour ça qu'on a besoin de toute la pièce. Hein. Et puis, on va donner aussi la qualité d'exérèse. Bien sûr, si on dit que la qualité est minime, voilà, elle est à moins de 3 cm, le chirurgien, il est obligé de reprendre le patient et d'aller plus large. Vous voyez, donc tout dépend du compte rendu anapathe. Voilà. Donc ici, voilà, ici c'est le derme profond. Donc on va dire que de là, de l'épiderme à là, il y a des amas de mélanome. Donc on va dire que c'est un niveau 4. Voilà, ici c'est un niveau 4. Voilà, de Clark et de Mie. Et puis le Breslow, on va mesurer en millimètres avec un oculaire spécifique la hauteur. Voilà. Je vous remercie de votre attention et
d'avoir patienté pour 19h30, même s'il y a que 47 participants maintenant. Mais bon, voilà, donc l'objectif surtout du cours, donc je vous ai dit, c'est, alors le traitement, c'est surtout la chirurgie. Hein. D'abord, c'est très important, le facteur histopronostic. Après, bien sûr, il y a thérapeutique. Maintenant, il y a l'immunothérapie. Oui, on peut avoir, oui, un enfant, les enfants, ils ont des hypertensions, voilà. Donc, le traitement du mélanome, c'est surtout la chirurgie. Et après, maintenant, il y a l'immunothérapie qui s'est développée dans les mélanomes. C'était le premier modèle, d'ailleurs, sur le développement de l'immunothérapie. Donc, c'était la première tumeur à bénéficier de cette immunothérapie. Dans le monde, hein, dans le monde. Et puis après, maintenant, c'est dans tous les cancers. Oui, une autre question. Tumeur change de stade avec le temps? J'ai pas compris, pardon, votre question. Est-ce que la tumeur va changer de stade? Mais si vous l'enlevez pas, bien sûr, elle va évoluer. On l'a bien vu dans le cours de la progression tumorale. C'est normal. Elle va, si j'ai bien compris votre question, excusez-moi, c'est ça. Tumeur change de stade avec le temps. Oui. Bien sûr, elle va changer de stade si on ne l'enlève pas, si on la laisse évoluer. Elle va détruire, elle va aller à... Voilà, c'est ça. J'espère que vous avez assisté au cours de la progression tumorale. Hein. Très bien, si c'était clair pour tout le monde. Donc, vous voyez, le but du cours, c'est ça, c'est de connaître les différentes. Comme pour les lymphomes, il y avait tellement... Est-ce que le mélanome peut récidiver après ponction? On voulait dire avec biopsie exérèse complète, c'est-à-dire quand on enlève. Alors, est-ce que le mélanome peut récidiver? Oui, il peut récidiver si on fait les facteurs justement histopronostiques vont dire que ce mélanome va récidiver ou pas. Voilà. Nous, c'est ça le but de la NAPAT, c'est le pronostic. C'est pour ça qu'on parle de facteurs histopronostiques. Et puis, si le aussi, c'est surtout ça, voilà. C'est les facteurs histopronostiques qu'on donne. L'indice de Breslow. Nabila Moulawi a commencé le partage d'écran. يا ودي ليلى commencé le partage d'écran. هي راهي تهضر وزيد تبارطاجي لك روحنا كونيكسيون عندنا راحت. راضي توصل ربي. يا مصباح كونيكسيون تاعنا راحت. S'il vous plaît, je suis encore là. S'il vous plaît. Je suis encore là. Voilà. Alors, quelqu'un m'a dit, la coloration MGG, c'est quoi? May Greenwald, Guillaume ça. Vous l'avez vu, celle-là? Attendez, je n'ai pas vu. Prof a dit qu'on utilise la crayon. C'est quoi? C'est où, ça? C'est quoi votre question? Madame, s'il vous plaît, permettez de poser une question hors cours. Ah, d'accord. Aujourd'hui, au service d'hématologie, sur un prélèvement de la moelle osseuse pour recherche des cellules tumorales. Oui, c'est la coloration aussi on l'utilise en anapath, c'est la coloration qui permet de voir les cellules médulaires de la moelle. Voilà. Ça permet de les différencier. Voilà ce qu'on appelle du May-Greenwald Guillemsa. C'est une coloration cytologique. Si vous avez assisté au premier cours, on en a parlé. Voilà. J'espère avoir répondu à toutes vos questions et même les questions hors de MGG. Est-ce qu'il y a encore une? Oui. Ah, c'est bien. Ah non, pas de question. C'est moi qui vous remercie. Donc, bon courage. On se voit le 21, Inch'Allah. Donc, bonne continuation à tous. Au revoir. Madame. C'est bon. Attendez, il y a une question. Ah, ok, merci. Ok, très bien, il n'y a pas de problème. Voilà. Au revoir à tous et bonne soirée. Bon courage. Merci.